Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du YouTube Pagan Challenge. C'était celui qui était censé sortir vendredi, mais qui s'est gentiment effacé juste avant que je le poste. Donc j'ai inversé je crois que c'est le 9 et le 10, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je les ai inversés. Et du coup, je vais essayer de la refaire comme je l'avais fait la dernière fois, parce qu'elle était pas mal. Mais je garantis rien. Du coup, en fait, c'est à la base une vidéo qui est censée être sur la divination. Mais comme c'est le sujet de ma chaîne, que j'ai déjà fait tout un challenge sur le tarot par exemple, et que j'ai du coup déjà répondu à pas mal de questions, je me voyais pas juste dire bah oui j'utilise la divination, c'est cool. Donc au final j'ai un peu modifié le thème de la vidéo, et ça va plus être vraiment sur le rapport entre divination et pratique magique et divination et paganisme. Donc bon bien sûr je peux pas être exhaustive parce que les outils de divination ça sert à beaucoup de choses. Et voilà. Donc pour tout ce qui est divination et pratique magique, le jeu que moi je raccorde le plus à... Non, pas pour divination et pratique magique, on va pas partir là-dedans, parce que si je commence à faire ce genre de plan, j'y arriverai pas. Donc l'outil que je relie le plus au paganisme, dans mon ressenti, c'est les runes sorcières. Pour ceux qui connaissent pas, il y a deux systèmes connus chez nous. Mais enfin, les runes, pour ceux qui connaissent pas donc, je vais essayer de le faire bien, je vous promets, je fais tout ce que je peux. Ce sont des petits, en général des cailloux, des bouts de bois, des... n'importe quoi sur lequel on peut graver ou écrire un symbole. Et les runes, ce sont les 24 symboles, enfin 24. Dans l'alphabet le plus commun de runes, c'est 24, qui sont donc gravés sur les bouts de bois ou les cailloux. Donc il y a 24 ronds, on peut en faire des lancers de runes, on peut faire des espèces de tirages un peu comme le tarot. Et c'est nordique, de base. Il y a plusieurs alphabets là-dessus, et récemment, tout est relatif, mais il y a eu des runes sorcières donc qui ont été pas mal reprises par tout le monde. C'est pareil, un ensemble de symboles sur des... Moi c'est sur des bouts de bois par exemple, je les ai enfin pas pyrogravées, je les ai peintes celles-ci. Mais voilà, donc moi il y a lune, soleil, etc. Et pour moi c'est ce que je rapproche le plus au paganisme parce que c'est ce qui est le plus similaire au système du paganisme pour moi, enfin de mon paganisme en tout cas. C'est quelque chose de relativement nouveau. Ça s'appelle des runes parce que c'est repris d'une tradition ancienne, donc comme le paganisme actuel, et c'est relativement relié à la nature. Enfin, le soleil, la lune, il y a les vagues, les oiseaux, la flèche, et c'est sur des matériaux, le bois, la pierre, le métal pour certains, mais des matériaux relativement naturels. Donc pour moi, c'est ce qui représente le plus tout ce qui est paganisme moderne, dans le sens où c'est quelque chose qui a été euh, repris d'anciens systèmes de divination, comme les runes. Je pense que ça a dû avoir beaucoup d'autres influences, mais je suis pas assez calée là-dessus pour vous faire un quelconque exposé ou récapitulatif. J'en serais incapable, donc... mais ça a été repris, enfin, ça a réutilisé des systèmes anciens pour créer un système de runes plus moderne, plus simple, parce que les deux systèmes que j'ai vus c'est 8 et 16 runes, moi j'y suis à 8. Mais c'est ce qui se rapproche le plus du paganisme, parce que c'est reconstitué par rapport à quelque chose d'ancien et de naturel. Et je trouvais que le parallèle était plutôt sympa. Sinon, donc mon outil favori reste tout de même le tarot. Et les cartes en général, donc tout ce qui est oracle et autres. Parce que je trouve que ça a quand même un bon potentiel dans tout ce qui est paganisme, sorcellerie, ésotérisme en général, pratique magique. Parce que le tarot réutilise ce qu'on appelle les archétypes. Alors, pareil, je me lance dans une pente légèrement glissante parce que c'est pas la théorie qui me... Enfin, la théorie. Les idées qui me plaisent le plus sur le tarot. Mais elles sont là et du coup, je pense que je peux pas ne pas en parler.
Donc c'est des archétypes, donc on dit que par exemple le pape c'est l'archétype du vieil homme sage. Euh, je sais pas, l'impératrice c'est l'archétype de la mère. Donc surtout dans les majeurs, hein. On parle d'archétypes surtout dans les majeurs, en général les mineurs dans tout ce qui est symbolique on n'en parle pas beaucoup, à mon grand regret. Mais il y a tout cet aspect archétypal qui peut être très bien utilisé pour des sorts. Par exemple pour symboliser une personne. Il peut être aussi utilisé pour symboliser une entité dans le cadre d'évocation, d'invocation ou d'autres choses du genre. C'est aussi quelque chose qui peut être facilement utilisé en décoration d'hôtel ou en, en support pour représenter une divinité sur un hôtel. Il y a beaucoup d'oracles en ce moment qui font ça, qui ont des dieux et des déesses. Il y a pas mal d'oracles des déesses. Je crois que Dorine Virtue fait un. Je suis pas sûre. Je m'intéresse pas beaucoup à cette personne. Je n'aime pas vraiment sa version des choses. Mais il est relativement connu. Je crois qu'il est pas trop mal. Il y a aussi, alors si mes souvenirs sont bons, Alaina Fairchild qui a sorti des jeux pareils sur cette thématique. Je ne suis plus sûre si le God and Titans et le Goddess and Sirens c'est par Alana Fairchild. Je ne sais plus parler. Mais en tout cas, il existe surtout en ce moment pas mal de jeux qui sortent sur les divinités, les déesses, la représentation du divin. Je pense aussi, j'ai le Rumi Oracle que mon copain m'a offert, qui est en quelque sorte un jeu web pour communier avec le divin. Et il y a pas mal de jeux qui sortent avec cette recrudescence de paganisme, Wicca et autres, surtout outre-Atlantique. Ce qui est du coup pas mal parce que ça permet de représenter une divinité sur un autel, donc de manière permanente ou pas. Ça peut aussi être utile si on veut prier cette divinité. Il y en a qui ont besoin d'un support. Je sais que c'est pas forcément mon cas, mais si je travaille avec une divinité dont je n'ai pas l'habitude, je pense que ce serait plutôt sympa d'avoir quelque chose pour nous relier à elle, parce que quand on n'a pas l'habitude de quelqu'un, c'est toujours plus compliqué d'essayer de bosser avec. Du coup, il y a tout cet aspect représentatif qui peut être vraiment utile à travers les cartes. Ensuite, il y a bêtement l'aspect décoratif. Je pense que c'est quand même quelque chose de plus ou moins important selon les gens. Il y a beaucoup de tarots qui sortent et qui ont comment dire, un côté période de l'année. Il y a The Wheel of the Year Tarot, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc le tarot de la roue de l'année qui est sorti chez... Je vais essayer de pas dire de bêtises. Je crois que c'est Los Scarabeo, mais c'est très probable que je me plante. Donc le tarot de la roue de l'année avec toutes les saisons. Et je pense que ce genre de choses... je pense aussi j'ai le Dreaming Way. Les mineurs elles sont organisées, les suites elles sont toutes reliées à une saison. Par exemple les épées c'est l'hiver, les bâtons je crois que c'est l'été ou le printemps. Je suis plus sûre non plus. Décidément j'ai pas de mémoire aujourd'hui, ça arrive. Mais il y a toute une série de tarots qui peut être utilisée pour représenter le passage des saisons. Du coup je pense surtout à ceux qui font la roue de l'année, qui la pratiquent mais qui la célèbrent. Ça peut quand même être une super... mais encore pareil, un support plutôt utile pour le passage des saisons, pour le visualiser sur son hôtel. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément se promener en forêt et ramasser des trucs. Du coup, pour moi, c'est quand même un outil relativement polyvalent. Ensuite, c'est bête parce que j'avais tenu 18 minutes sur la première vidéo, j'étais super inspirée. Là, je suis en train de jeter des petits coups d'œil à ce qu'il y a derrière moi. Oui. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui ont une approche relativement moderne du paganisme. Enfin, aussi pour ceux qui ont une approche ancienne, quoi, mais voilà, je généralise parce que sinon c'est un peu trop compliqué. Il y a autant de paganisme que de personnes païennes, donc si je fais au cas par cas, je suis foutue. Mais ce que j'aime aussi beaucoup dans les arts divinatoires, c'est qu'on a quand même gardé, même si c'est pas totalement complet, on a quand même gardé une trace de certaines méthodes de divination anciennes, notamment les runes. Je pense aussi
Alors moi j'appelle ça des ogames, mais si ça se trouve ça se prononce pas comme ça du tout. Je ne les utilise pas donc je ne sais pas. Mais il y a des systèmes comme ça qui ont réussi à passer l'épreuve du temps. Et quand on veut communier avec un certain type de divinité, avec un certain panthéon, je pense que les moyens de divination sont quand même très très utiles. Je pense surtout aux païens qui n'ont pas forcément de pratique avec des entités en général. Moi je sais que ça m'a pas posé problème quand je suis passée au paganisme pour parler aux entités parce que c'est ce que j'avais déjà fait avant quand j'ai débuté dans l'ésotérisme. Je débutais avec la magie draconique. J'ai eu la chance de pas tomber sur des trucs trop clichés, mais j'ai commencé par là et ensuite j'ai étendu ça à toutes les entités possibles. Je suis un poil médium, donc je dis un poil. Moins que d'autres, mais plus que d'autres. Tout est question de balance, mais du coup ça m'a pas posé de problème de parler à des divinités ensuite. Mais des personnes qui débutent, des personnes qui n'ont pas forcément envie de développer des capacités un peu, je sais pas comment dire, psychiques, peut-être, ou tout simplement qui sont des païens et qui n'ont pas du tout envie d'avoir une pratique magique. Ça arrive, à la base c'est quand même une croyance. C'est pas parce que c'est facilement reliable à une pratique magique que c'est forcément quelque chose à faire. Et je pense que du coup pour ces personnes-là qui ont peut-être un peu de mal du coup à être sûres qu'ils parlent à une entité ou à communiquer avec elle tout simplement, les techniques de divination restent quelque chose de tangible et de facilement utilisable pour ce genre de choses. Et je trouve que quand on a un panthéon fixe, c'est tout de suite plus sympa d'utiliser la méthode de divination qui va avec le panthéon. Ça peut ajouter toute une dimension sacrée. D'autant plus que les systèmes de divination sont couramment utilisés en magie pour faire de la magie pure aussi. Donc c'est quand même un outil magique, un outil divinatoire ancien. Donc je pense notamment aux runes, par exemple, si je veux... si j'ai Odin dans mon panthéon, ça fait quand même un poil tâche de jamais avoir touché aux runes. Enfin, je dis ça, mais moi j'ai jamais touché à des vraies runes. Enfin, je les utilise en magie, mais j'ai jamais eu de runes divinatoires. Du coup, je suis un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais... donc, les runes, c'est quand même quelque chose de relativement important quand on travaille avec... oui, je pense surtout à Odin, parce que c'est quand même Odin qui a été les chercher, les runes. Donc si on veut l'avoir en tant que, je sais pas, divinité majeure ou même qu'on veut travailler avec lui, ça devient important de comprendre le système de divination qui va avec le panthéon, qui va avec la divinité, et l'outil qu'il a voulu nous transmettre. Parce que, enfin, Odin, il a sacrifié un œil et il s'est pendu, alors, je sais plus combien de jours, désolé Odin, à un arbre, un Yggdrasil, en toute logique. Faut que je révise mes mythes nordiques, moi, c'est dingue. Pour avoir la connaissance et aussi pour obtenir les runes. Et du coup, il les a ensuite transmises à un peu tout le monde pour qu'on puisse avoir accès à sa magie. Donc, ça fait presque affront de pas y toucher. Si jamais vous êtes mort-disant et que j'ai dit n'importe quoi, dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis qu'une pauvre chaote perdue qui fait un peu n'importe quoi avec ses panthéons. Et du coup, j'ai pas forcément toutes les connaissances en tête, même si je l'ai su, je ne sais plus. Mais du coup, ça, c'est le même système pour d'autres méthodes de divination et d'autres panthéons. Je pense aux Ogham, aux Wam, aux Ogham, on va dire, dans le panthéon celtique. Excusez-moi. Je suis un peu allergique à ce qui traîne. Enfin voilà, dans tout ce qui est panthéon celtique, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut apporter beaucoup que de se pencher sur les Ogham. Je pleure. Ça peut être aussi pour tout ce qui est panthéon. Alors moi j'appelle ça les panthéons gréco-romains, parce que pour moi ça, même s'il y a des petites différences, ça reste les mêmes divinités. Après encore une fois ça dépend lesquelles et ça dépend de l'époque. Pour moi Séléné c'est pas Artémis. Et c'est pas Luna non plus. Donc ça dépend des divinités et ça dépend de comment vous les voyez, mais j'appelle ça le panthéon gréco-romain parce que globalement c'est la même chose.
pour moi. Mais quand on se penche sur le genre de panthéon, par exemple, ce qui peut être sympa, c'est de faire du... Pas du scrying, mais de la... Alors, je sais pas si on appelle ça cristallomancie ou captoromancie. Pas aquamancie, j'en sais rien. Dans les vases d'eau. Faire une divination dans un énorme saladier d'eau. Parce que si mes souvenirs sont bons, encore une fois, mes souvenirs approximatifs, c'est quelque chose qui était utilisé un peu dans tous les endroits possibles. Enfin, l'eau, c'est pas comme si c'était juste en Grèce, mais c'est quelque chose qu'on a inconsciemment, enfin moi en tout cas, vu dans les films qui parlaient de trucs grecs, romains, je sais pas, tout ce qui est Pythie et autres oracles divers, qui lisaient l'avenir dans des trucs d'eau ou autres. Donc je pense que quand on a associé un art divinatoire aussi à un panthéon, le lien reste... je serai pas claire là-dessus, donc je vais m'arrêter là. Mais quand on a des panthéons gréco-romains, il y a aussi tout ce qui est... comment ça s'appelle? Pédestria. Ça c'est moins connu que le reste. Les Romains... je crois que... oui, c'est les Romains, pas les Grecs. Quand ils sortaient de chez eux, je dis n'importe quoi parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. J'avais appris pas mal de trucs avec les oiseaux à une époque, mais j'ai pas appris tous les symboles de la pédestria parce que c'est très très long. Mais par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, s'il y a un oiseau qui va vers votre gauche et qui passe derrière vous, c'est un signe de malheur ou j'en sais rien. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, qu'on soit d'accord. Et il y avait ça en fait. Quand ils sortaient de chez eux le matin, le premier truc qu'ils voyaient, donc que ce soit, je sais pas, un serpent qui va à droite, un oiseau qui va à gauche, quelqu'un qui passe derrière ou j'en sais rien, ça avait un symbole et ça allait teinter la journée. C'est un peu l'équivalent de la carte du jour. Et du coup, tous ces types de divination qui sont reliés à une tradition précise, pour moi ça devient complètement un outil de communication païenne. Et c'est quelque chose qui reste pas essentiel, mais qui peut être important et avoir beaucoup de place dans des pratiques. Surtout quand on n'a pas d'autres pratiques magiques ou qu'on médite pas ou qu'on fait pas ce genre de choses. Et voilà. J'avais réussi à retrouver le flot de paroles de la dernière fois, mais je ne sais plus ce que j'avais réussi à faire en conclusion. Je pense que ça a été relativement clair, que c'était compréhensible, même si ça partait dans tous les sens. Donc je vais vous laisser là. Si vous avez des réflexions là-dessus, si j'ai dit des bêtises, ou au contraire si j'étais juste, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que je sais que je peux partir dans tous les sens parfois, et c'est pas toujours simple à retenir et à comprendre. Donc surtout, n'hésitez pas. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.